Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Étienne Gros. Bonjour chers auditeurs, merci beaucoup pour votre fidélité et votre soutien précieux à Storia Voce et bienvenue dans ce grand entretien consacré à l'histoire des enfants des années 1890 à nos jours. Infants, celui qui ne parle pas, a donné le mot enfant en français. L'enfant laissant peu de traces est longtemps resté un grand absent de l'histoire contemporaine. Pourtant, pour qui voudrait lire entre les lignes, les plus jeunes en disent long sur la société bâtie par leurs aînés. Les parties de billes, de cache-cache et de marelles sont le reflet de leur temps. Des enjeux politiques, des progrès médicaux et industriels, en somme de l'évolution de la société. Alors, fin 19e siècle, le régime républicain se penche avec intérêt sur le sort des petits Français, puis deux guerres mondiales viennent rompre le cours de leur vie. Ensuite, les enfants du baby-boom profitent des 30 glorieuses et plongent au cœur de la société de consommation. L'enfant est aussi tributaire des mutations sociales et culturelles de son époque. Pour en parler, je suis ravi d'accueillir Éric Allary. Éric Allary, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agrégé d'histoire, docteur de l'Institut d'études politiques de Paris, professeur de chaires supérieures en Cagne et Hippocagne. Spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, de la gendarmerie et de l'histoire sociale des Français au XXe siècle. Et nous vous recevons aujourd'hui pour Histoire des enfants des années 1890 à nos jours aux éditions Passé Composé. Alors, Éric Allary, jusqu'alors, sous quel angle était généralement abordée l'enfance par les historiens, ou en d'autres termes, était-ce une question centrale ? Pour l'histoire contemporaine, on s'aperçoit que les enfants émaillent les chapitres des manuels scolaires, des manuels universitaires. Ici et là, on a des témoignages quelquefois d'enfants, mais c'est plutôt par le haut. Ce sont des enfants qui écrivent très bien, qui appartiennent à des classes sociales plutôt élevées. L'enfant est abordé donc souvent comme en plus, je dirais, d'une histoire qui est celle des adultes. Et pour l'époque contemporaine, autant il y a des histoires qui ont été bien construites sur les enfants pendant la Grande Guerre. Je pense à Manon Pignot, par exemple, à Stéphane Audoin-Rousseau, Gilles Ragache, il y a quelques années déjà, sur la Seconde Guerre mondiale. Mais finalement, il me semble important de relier toutes ces périodes aux périodes de paix, d'entre-deux guerres. Et parce que aussi, en tant que professeur, je me suis aperçu depuis maintenant presque 30 ans, j'enseigne dans le supérieur, que finalement, quand on voulait avoir un outil, un instrument pour travailler sur l'histoire des enfants, on avait peu de choses, voire aucune synthèse pour l'époque contemporaine, je veux dire pour le XXe siècle. Et pour le XIXe siècle, en revanche, des travaux peut-être plus avancés ont été effectués, notamment par Catherine Rollet, qui a publié une synthèse sur l'histoire des enfants du XIXe siècle, qui était tout à fait remarquable et très accessible. Et je me suis aperçu qu'en revanche, sur l'époque moderne, quelqu'un comme Philippe Ariès avait travaillé comme pionnier sur l'époque moderne. Ce qui intéressait l'historien à l'époque, c'était les représentations qu'il y avait de l'enfance, de l'enfant comme appartenant à un tout, à un groupe. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'enfant en tant qu'individu, voir comment son identité a-t-elle évolué, et elle a beaucoup évolué dans ce qu'elle est reconnue par la société, dans ce qu'elle est reconnue par la parentalité. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire des enfants dans la société. D'accord. Et quelle est la démographie française, justement, à la fin du 19e siècle ? Et on va commencer avec cette question, et après il y a toute une question autour de la lutte contre la mortalité infantile à la même époque. Voilà. Alors pourquoi j'ai commencé à la Belle Époque ? C'est un peu aussi ce que suggère votre question, parce que justement, la France de la Belle Époque, en gros, entre les années 1890 et 1914, Belle Époque d'ailleurs qui est un terme qui est né après la guerre, c'est une période de nouvelle croissance économique, c'est une période où il y a moins d'enfants aussi. Il y a un déclin démographique. Avant même la saignée de 14-18, la France déjà a vieilli. Elle vieillit beaucoup. Et en même temps, l'enfant vit plus longtemps. Les progrès ont été considérables à la fin du 19e siècle, tant dans la lutte contre la rage, contre la tuberculose, même si c'est encore une maladie terrible, qui fait des ravages chez les Français, et chez les enfants particulièrement. Et puis surtout, ce qui me paraît le facteur le plus important pour comprendre ce qui se passe à la Belle Époque, pour l'histoire des enfants, c'est l'école. L'école qui
finalement replace l'enfant, ou plutôt place pour la première fois l'enfant à un autre endroit, dans la famille, dans la société. Bon, certes, l'enfant, ça n'est plus l'âme à sauver, comme au Moyen-Âge. Vous parliez d'infants tout à l'heure. Mais ça reste encore des bouches à nourrir dans beaucoup de familles, et ça reste des futurs soldats, des futurs combattants. Donc la démographie n'est pas très bonne, mais en revanche, les enfants vivent plus longtemps. Ils vivent plus longtemps, et l'école oblige les parents, notamment dans les milieux ruraux, mais pas que dans les milieux ruraux, dans les milieux citadins, oblige les parents à donner plus de place à l'éducation hors la maison. Et donc on voit bien, bon an, mal an, qu'à la belle époque, l'État et les parents s'entendent sur une éducation collective. L'éducation à la maison étant la continuation de celle de l'école et vice-versa. C'est aussi malheureusement valable pour la fessée et la correction. Et pouvez-vous nous parler de la bataille des biberons à cette époque-là, qui illustre assez bien, je pense, justement cette lutte contre la mortalité et tous les débats qu'il y a autour, en fait. Alors il y a, sur les biberons, pendant très longtemps, tout le monde a pensé que les biberons étaient tels que nous les connaissons aujourd'hui, qu'une tétine est un simple flacon en plastique. Or, à l'époque, les flacons, c'était des bouteilles qui étaient raccordées à un tuyau, à une vulgaire tétine, et qui posaient des problèmes de santé énormes, gastriques notamment, et qui tuaient beaucoup d'enfants. Et il y a déjà cette lutte dont on peut voir qu'elle existe encore à l'époque contemporaine. Faut-il allaiter ou pas l'enfant? Faut-il lui donner le biberon ou pas? Dans quelles conditions faut-il lui donner? Faut-il mettre du lait maternel dans le biberon? Faut-il mettre un lait recomposé ou un lait animal? Et finalement, il y a des véritables luttes entre les spécialistes qui commencent à toucher les milieux de la haute bourgeoisie citadine, c'est-à-dire ce débat sur ce choix du biberon ou pas du biberon. Dans la haute bourgeoisie ou dans les classes sociales les plus aisées, la femme tient à garder quand même pas mal de liberté. Elle met encore son enfant en nourrice, mais se pose la question de savoir si, donnant le biberon, on met pas son enfant en danger. Est-ce qu'à cette époque, les enfants travaillent? Oui, les enfants travaillent dans beaucoup de milieux de la société. À la campagne, ils travaillent. Bien sûr, il y a l'âge limite, c'est 13 ans avant la guerre. Il faut aller à l'école jusqu'à 13 ans, puis ce sera 14 ans un peu plus tard. Les ruraux, les petits ruraux sont les plus nombreux des enfants en France, puisque le nombre de ruraux dépassera le nombre d'urbains à partir entre 1928 et 1931. Et jusque-là, les enfants de la campagne bossent, comme on disait à l'époque, au retour de l'école. Et donc d'ailleurs, toute la difficulté des premiers hussards noirs de la République, ça a été pour la première génération des années 1880-90, 1900, ça a été de convaincre les parents d'envoyer les enfants à l'école, même quand les travaux des champs devenaient importants. Bon, le calendrier scolaire a été taillé quand même pour les campagnes. Si on reprend l'école en octobre, c'est pas par hasard. Non plus. Donc on a pris en compte quand même cette réalité sociale et cette réalité socio-économique. Dans les villes, beaucoup d'enfants sont obligés de faire de la vente à la sauvette pour améliorer le quotidien de certaines familles. Voilà, tout à fait. Arrivé avec l'impact de la Première Guerre mondiale sur les enfants, quel est cet impact sur les enfants, les familles, leur scolarisation, sachant que c'est un grand bouleversement qui arrive. Personne n'était prêt à cette guerre en 1914. Tout le monde pensait que la guerre serait finie à l'automne, au pire à Noël. Et puis, les gamins vont accompagner déjà leur père dans les couloirs du métro, sur les quais de gare en province, vont accompagner leur père qui prend le train pour rejoindre les casernes et pour aller faire la guerre. Bon, l'heure est grave, c'est pas la fleur au fusil, ça c'est la propagande, la mythologie. Jean-Jacques Becker a très bien étudié ce moment de la mobilisation, du départ. Et pour les enfants, ce sont des moments terribles. Les récits d'enfants que nous avons, qui sont rares, c'est aussi la difficulté de faire l'histoire des enfants, c'est qu'ils ne se confient pas comme les paysans du reste, ou très peu, où ils n'ont pas le moyen d'écrire ce qu'ils ressentent. Ces enfants qui racontent quelquefois, quand on a leur récit ou leur lettre, que maman ne pleure pas dans les couloirs du métro quand on a accompagné papa et qu'on revient à la maison, maman ne pleure pas. Enfin, si, elle pleure, mais elle tourne la tête à gauche. Donc on pleure pas devant ses enfants. Et d'un autre côté, l'enfant n'a pas à se plaindre. Donc c'est quand même, avec un regard d'homme ou de femme de 2022, l'impression qu'on a, si on porte un jugement, c'est que les relations sont très sévères. Enfin,
des parents sur les enfants. Quand il y a des restes à manger, par exemple, c'est pas l'enfant à qui on va proposer les restes, c'est au père de famille, au pater familia. Bon, la Grande Guerre, ce sont aussi des enfants sur les routes de l'Exode. Il y a déjà des exodes entre 14-18, près de 2 500 000 Français, au moins 7 à 800 000 enfants vont connaître les routes de l'Exode déjà. Ce sont les premiers bombardements au mortier, au canon. À Reims, par exemple, ce sont les zeppelins au-dessus de Paris, qui d'ailleurs impressionnent les enfants. On sort sur les balcons pour voir Au début, c'est le un spectacle. Voilà, c'est ce que raconte Madame, cette jeune fille qui s'appelle Marcel Le Rouge et qui raconte ce spectacle où on retourne des camions, des camions de l'armée, on retourne les phares qui font office de DCA de l'époque pour éclairer les ciels pour savoir où ils sont. Et ces Allemands qui à la main jettent ces bombes à ailettes sur les immeubles, comme c'est le cas d'ailleurs aussi à Londres. C'est ça la guerre. La guerre, c'est aussi rentrer à l'école tous les jours et apprendre une leçon de morale, apprendre ce que c'est que la patrie. C'est des milliers de cartes postales avec des gamins qui sont déguisés en soldats. Les gamins, ce sont des futurs soldats. Et d'ailleurs, ils ne le savaient pas, mais les gamins de l'école républicaine de 14-18 sont les combattants de 40. Oui. Donc cet impact-là est très fort donc, sur la Grande Guerre. Est-ce que à l'issue de la guerre, on peut parler d'un retour à la normale pour eux, pour les enfants? Alors, ça ne sera plus jamais pareil. Si l'histoire des enfants est un bon observatoire de l'histoire des familles, ou un bon observatoire de l'histoire des femmes et des grands-parents, qui sont primordiaux, qui s'occupent beaucoup des enfants, notamment pour les campagnes, parce que la femme travaille, l'homme travaille, etc. Ça ne sera plus jamais comme avant. Parce que déjà, beaucoup d'enfants sont privés de leur père. Parce que le noir domine, c'est la couleur qui domine dans les journaux, dans la rue. On porte le deuil. Et puis ensuite, l'inauguration massive des monuments aux morts à partir de 1920. C'est quand même... Alors, ce qui ne change pas, c'est l'école républicaine. Il y a un roman national qui est véhiculé dans les classes, donc l'enfant doit l'apprendre, se l'approprier, en quelque sorte. Beaucoup d'enfants ont pour eux une chance, c'est l'insouciance. La plupart des enfants ont l'insouciance et finalement, beaucoup de mères essaient de les faire vivre dans le souvenir du papa qui a disparu, mais en même temps essaient de leur apporter un peu de bonheur en leur mitonnant des petits plats. Mais beaucoup d'enfants sont aigris très jeunes, très très jeunes, parce qu'ils n'ont pas une vie entre guillemets normale. Il y a des enfants qui sont très rapidement repliés sur eux-mêmes. Il y a déjà des psychologues qui commencent à travailler, des pédopsychiatres, qui sont des précurseurs, qui commencent à travailler, qui essayaient déjà avant la Grande Guerre d'apprendre mieux le comportement des enfants, apprendre mieux à aider les enfants à apprendre. Alors évidemment, toutes ces méthodes sont de plus en plus regardées de près par les éducateurs, par les enseignants français dans l'entre-deux-guerres. On regarde ce qui se passe en Italie avec Montessori, on regarde ce qui se passe avec les travaux d'Alfred Binet déjà avant-guerre. Dans l'entre-deux-guerres, il y a un intérêt plus grand pour savoir comment mieux encadrer les enfants. D'un autre côté, les enfants sont pris en charge par les groupes de scoutisme, par des groupes catholiques et protestants qui s'occupent dans le cadre des compagnonnages, mais aussi les communistes qui essaient de capter cette jeunesse contre les colonies de vacances, qui peuvent être d'ailleurs de droite comme de gauche, communistes comme judéo-chrétiennes. Pardon ? Et en concurrence. Et en concurrence, puisque... Alors évidemment, les communistes espèrent capter surtout... je dirais le public enfantin des banlieues, et donc il y a un vrai travail qui est mené, et les gamins que j'ai pu interroger, qui ont pu en profiter, qui sont maintenant très âgés, voire presque tous morts, sont des gamins qui ont de bons souvenirs, peu importe de savoir si c'était rouge, vert, blanc, etc. Ils se sont marrés, et le souvenir qui revient pour cette génération, c'est la camaraderie, quelle qu'elle soit spirituelle ou pas. Du reste, elle était très très importante. C'est une époque d'insouciance encore, mais globalement, les enfants de la campagne vivent dans l'entre-deux-guerres comme ils vivaient avant la guerre. En ville, ça ne change pas grand-chose non plus. Si ce n'est que l'école républicaine continue à marteler le message, le patriotisme. Il n'y a plus le message de la revanche, de la récupération de l'Alsace-Moselle, mais il y a un changement sur l'éducation des filles. Est-ce que ça évolue à cette époque ? Alors, pour les filles, il y a une réflexion qui est faite au ministère de l'Instruction publique à plusieurs reprises, et il y a des femmes qui sont notamment nommées aux inspections générales pour réfléchir, déjà un petit peu avant la Grande Guerre, mais c'était surtout pour les petites filles des futures écoles maternelles.
qu'a étudié très bien d'ailleurs Jean-Noël Luc. Et en fait, ce qu'on appelait les asiles d'ailleurs, ou les petites écoles. Et donc il y a une réflexion sur à partir de quel âge il faut faire entrer les enfants à l'école. Et il y a effectivement une différence de conception de l'enseignement pour les filles et de conception d'enseignement pour les garçons. Ça existait avant la Grande Guerre, ça existe toujours dans l'entre-deux-guerres. On ne parle pas de mixité, la mixité qui serait une autre révolution, mais pour plus tard, bien sûr. Après-guerre. Donc il y a une réflexion qui porte sur ce qu'on doit dire aux petites filles, les plus jeunes, qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais globalement, c'est vrai qu'on n'enseigne pas tout à fait les mêmes choses à l'école aux petites filles qu'aux petits garçons. Donc l'idée quand même majeure, c'est que les filles resteront quand même des mères avant que d'être travailleuses. Bon, si elles peuvent travailler, c'est très bien, mais Pétain, on verra ce qu'il en fera. C'est-à-dire que les femmes, bien sûr, elles devront travailler si elles le peuvent, mais surtout, elles devront être là pour faire de futurs soldats, pour s'occuper du mari qui est prisonnier, enfin, pour écrire au mari prisonnier, etc., etc. Elles doivent faire de beaux enfants pour la patrie. Il y a une continuité, quand même, des discours, même si le filigrane idéologique n'est pas le même, évidemment. On avance dans le temps vers la Seconde Guerre mondiale. Alors, on pourrait penser que ce fut moins terrible que la Première Guerre mondiale parce que la campagne militaire fut plus courte. Qu'en est-il ? La Seconde Guerre mondiale, c'est quand même une succession de drames épouvantables pour beaucoup d'enfants, peut-être pas tous. C'est déjà 8 à 9 millions de personnes qui vont migrer sur les routes de France dans cet exode de mai-juin 40. Combien sont-ils les enfants ? 3 ? 4 millions ? Car, souvenez-vous, et regardez les images de l'Ukraine aujourd'hui. Les exodes sont des histoires de femmes, d'enfants et de vieillards. Les hommes sont ailleurs, évidemment, sont au combat. Ou en train d'essayer de faire marcher l'économie tant bien que mal. Et donc déjà, il y a cette épreuve-là. Il y a des gamins qui ont vécu l'exode comme des colonies de vacances parce qu'ils n'ont pas été mitraillés par les Stuka. En revanche, ceux qui ont été mitraillés par les Stuka allemands, ces avions qui piquent sur les réfugiés, toutes ces sirènes colonnes de réfugiés sur les routes. Voilà, sont absolument terribles. Ce sont des souvenirs. Voir des corps déchiquetés, c'est un traumatisme dont on ne se relève pas quand on est un enfant. Il y a eu des enquêtes traumatologiques après-guerre faites par des psychiatres, par l'assistance publique à Paris, qui révèlent des cas d'enfants très abîmés, d'enfants qui deviennent des meurtriers, d'enfants qui sont des gens ultra violents, des enfants qui sont devenus fous pour certains, d'autres qui s'en remettront tant bien que mal. La guerre, c'est ça, c'est des milliers, c'est 4-5 000 enfants juifs qui sont déportés à Auschwitz qui ne reviendront pas. Mais pour ceux qui n'ont pas été déportés, c'est se cacher, c'est la perte des parents, des grands-parents, c'est l'angoisse. Et puis, il y a ces enfants qui vivent le rationnement. Les enfants ne mangent pas à leur faim clairement à partir de 41. Ils ne mangeront pas à leur faim avant 1949. Pensons que les enfants qui sont nés entre 41 et 47 mesurent 7 cm de moins que cela aurait dû être. C'est-à-dire que normalement, les enfants, globalement, si on suit la courbe des tailles et des poids, les enfants de ces années-là ont beaucoup perdu. Beaucoup perdu. En revanche, les enfants qui ont soif de vie. Et d'ailleurs, transmise par des parents qui veulent passer à autre chose. Le baby-boom, il commence en pleine guerre, en 1943. Et n'est-ce pas un instinct de survie ? Là, l'historien, il n'a pas toutes les explications réelles et rationnelles, de psychanalytique peut-être. Et donc cette guerre est épouvantable. Les bombardements, c'est épouvantable. Les bombardements de 40, ceux de 44 sont épouvantables. Par les Alliés plutôt. Par les Alliés. Surtout, en tout cas. Surtout les Alliés. Et les bombardements américains à haute altitude qui font pas de différence, qui font pas de détails, c'est tapis de bombes. Les Anglais pilonnaient, mais avec plus de choix et à basse altitude. Donc voilà, les enfants de l'après-guerre, certains sont perdus, 90 000 enfants perdus sur les routes de l'Exode, au moins, et recensés par le CICR. D'ailleurs, quand on parle de CICR, comme on en parle en ce moment pour l'Ukraine, ça veut dire que c'est la Croix-Rouge de la guerre. CICR, c'est la Croix-Rouge, c'est l'appellation de la Croix-Rouge pour les temps de guerre. Et donc, il faut se relever dans un pays qui est quand même détruit. Pensez que les gamins des écoles du Nord et de Normandie, pendant des années, vont s'asseoir sur des caisses de munitions vidées pour toutes en guise de chaise. En guise de chaise, voilà. Parce qu'il n'y a plus rien. Dans un état, s'il y a encore un bâtiment, voilà. Tout à fait. Même question que tout à l'heure, mais après-guerre, justement, est-ce qu'on a un retour à la normale pour les familles françaises ? Alors, vous avez déjà commencé à l'aborder, parce que l'alimentation pour les enfants serait établie en 49, donc on a déjà un élément de réponse, mais voilà, sur d'autres aspects, est-ce qu'on a un retour à la normale pour... Tout le monde essaie de retrouver la vie d'avant. Le monde d'après, expression très à la mode aujourd'hui, le monde d'après, c'est surtout le monde sans guerre. Donc à la rigueur, ce qui intéresse surtout les Français, et donc ce qui intéresse les enfants, c'est de manger un peu mieux,
et c'est finalement de retourner à l'école. Bon. À partir de là, beaucoup d'enfants s'aperçoivent, à partir de la fin des années 40, que les parents sont un peu plus optimistes, mais les enfants la fin des années 40, des années 50 et du début des années 60 sont des enfants qui voient des parents assez souvent moroses, qui ont l'échine courbée à travailler, à reconstruire le pays en un temps record. La 4ème République, c'est le temps d'une reconstruction record. On lui attribue les pires mots à cette 4ème République, peut-être sur le plan institutionnel, mais sur le plan de la vie quotidienne des Français. En un temps record, elle redonne la croissance aux Français, elle redonne cette République, l'envie de vivre. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants qui deviendront les jeunes de mai 68, qui ont envie un peu plus de joie. Ça, c'est quelque chose que je vois clairement dans les témoignages, qu'on a un peu assez de voir ces parents qui ne pensent qu'à travailler, qui ne parlent que de choses moroses, mais qui sont encore dans la guerre, qui sont encore occupés dans leur tête, préoccupés, post-occupés, si vous permettez ces jeux de mots. Et les enfants découvrent une école qui va vers la mixité, progressivement, une école où le jeu est un peu plus autorisé. Bon, les activités extrascolaires, c'est pas encore pour les années 50. Mais on voit aussi, les enfants racontent qu'ils voient arriver les premières cuisines en formica. Donc les parents s'autorisent tout de même à dépenser autrement que dans le loyer, qui est un vrai problème, problème du logement, et autrement que simplement dans la culotte unique de l'enfance, etc. On commence à avoir plus de vêtements entrés dans la garde-robe des enfants. Et ça, c'est un mouvement qui va milieu des années 50 jusqu'aux années 60, voilà. Bon, voilà. Avec des progrès techniques aussi. Des progrès techniques, des progrès médicaux fulgurants. On rappelle souvent qu'on a fait plus de progrès médicaux entre 1945 et nos jours qu'entre Hippocrate au 5e siècle avant Jésus-Christ et 1945 pour aller vite. Mais les enfants en profitent aussi. C'est fou. Les enfants en profitent. Et puis il y a de plus en plus d'enfants qui vivent en ville, qui s'aperçoivent qu'on peut aller au cinéma, même si les parents les font culpabiliser dès qu'ils ont un peu de loisirs. Et je parle des classes moyennes là plutôt. Voilà. Mais l'une des grandes. C'est pas dans les mœurs des parents. Voilà, c'est pas dans les mœurs des parents. Mais on peut penser que les gamins, les enfants, jusqu'à l'âge de 13-14 ans, puis les jeunes, au-delà de 14 ans, poussent les parents à évoluer. Ça, c'est fondamental. Bon, il y a quand même la décolonisation, il y a quand même la guerre d'Algérie, c'est pas drôle. L'actualité n'est pas toujours drôle. Mais les enfants s'amusent. Ça, on peut pas leur enlever. C'est le point commun de tous les enfants, de toutes les époques. L'amusement, l'intimité, les secrets, que les parents essayent de percer en lisant des livres de plus en plus sur la parentalité. Ça, c'est assez nouveau dans la deuxième partie des années 60, et bien sûr après. J'élève mon enfant. J'élève mon enfant d'origine Pernou, à partir des années 70, 80, et puis après Lucas Dolto. Voilà, donc ça, c'est tout le développement de la psychologie autour de l'enfant. Donc voilà. Il y a tout un aspect dans cette époque-là aussi. J'ai une autre question un peu liée, mais quelles sont les mutations familiales aussi qui impactent les enfants à cette époque ? Là, il faut regarder du côté de l'histoire de la femme et des familles, c'est-à-dire que la femme travaille de plus en plus en dehors du foyer. Elle est plutôt citadine, de plus en plus, et ça correspond aux années où, justement, l'industrie agroalimentaire se met en place, au début des années 60, on commence à penser à préparer, à produire des plats préparés pour que la maman puisse avoir à s'occuper de ses enfants et des devoirs le soir en rentrant, car c'est à elle que sont dévolus les devoirs quand même. La répartition des tâches entre hommes et femmes est encore bien claire. On peut encore en discuter, mais voilà. Voilà. Donc, c'est vrai que, quelque part, l'émancipation des femmes, très lente, très progressive, permet à la femme à la fois d'aller travailler, de s'occuper des devoirs de l'enfant. Elle a un rapport à l'enfant. Elle n'est pas plus, je crois, ou moins aimante que la femme du début du 19e siècle. Pourquoi est-ce que la mère du 19e siècle serait moins aimante que la mère du 20e ? C'est une question que je me pose toujours. Disons qu'il y a une autre façon de montrer son amour et son affection. Et en même temps, c'est la société de consommation qui se développe. L'un va avec l'autre, ou l'une va avec l'autre. Développement de la société de consommation, avec la possibilité pour les enfants, et pour les familles surtout, d'acheter les jouets plus nombreux, moins chers. Il y a une démocratisation des jouets. L'arrivée du jouet en plastique, à la fin des années 60. Et puis une autre évolution, l'arrivée de la télévision dans les foyers. Oui. Fondamentale. 3 chaînes, d'abord une chaîne, puis 3 chaînes. Les parents permettent aux enfants de regarder des programmes pour les enfants, pour les jeunes, pour les enfants, en rentrant de l'école. Quelque chose d'absolument impensable jusqu'à la fin des années 60. Nouveau. Totalement nouveau. Les clubs commencent à s'ouvrir aux enfants. Ce n'est pas qu'un truc, pour les parents.
les gamins, donc la mixité apparaît aussi à l'école, très importante, où les garçons apprennent beaucoup plus tôt à voir ce que c'est qu'une fille, apprennent à comprendre la psychologie de la fille, et vice-versa, bien sûr. Et donc cette télévision, elle est fondamentale, une éducation qui se massifie, davantage qu'elle ne se démocratise finalement. Bon, ça c'est le grand débat entre aussi les tenants de l'éducation, le pédagogisme, etc. Donc l'école, là encore, joue un rôle très important dans l'évolution de l'enfant. L'enfant est plus libre de parler à table le soir quand le repas familial s'organise. L'enfant prend de plus en plus de place. Et juridiquement, on donne de plus en plus de place. Quand je dis on donne, les juristes donnent de plus en plus de place aux enfants, les juristes internationaux. Et c'est souvent le droit international de l'enfance et de l'enfant qui pousse les hommes politiques français à intervenir. Donc l'enfant est encore un enjeu politique. De moins en moins. Et de plus en plus un enjeu économique. On le voit bien dans ces années 70-80, ce que j'appelle moi les enfants du bonheur, effectivement, avant que de passer à une société de consommation absolue où l'enfant roi apparaît, expression souvent utilisée de façon péjorative, l'enfant roi, c'est-à-dire l'enfant qui finalement commence à contester, et conteste plus que commencer, les paroles des parents. Des parents qui se séparent de plus en plus aussi. Ça, c'est aussi un phénomène qui frappe. Ça apparaît avant même la période que vous désignez de l'enfant roi, qui commence déjà après-guerre, en tout cas. Oui, complètement. À partir des années 40, fin des années 40, 50, il y a des séparations en plus grand nombre. Alors après les guerres, c'est normal. Dans les minutes après-guerre, il y a des décisions qui sont reportées, qui auraient dû être prises en 39. Enfin, voilà. Puis il y a eu des traumatismes aussi pendant la guerre, éventuellement. Oui, il y a des prisonniers de guerre, 1 500 000 qui reviennent, qui sont incapables d'aimer leurs femmes, qui boivent, qui battent leurs enfants, qui sont dans le mutisme. Dans les deux guerres, on trouve le même phénomène. Oui. Et finalement, des enfants... alors, étudier l'histoire des enfants dans les années 80, comme je disais en introduction, c'est compliqué. Dans les années 90, c'est compliqué parce que... C'est proche. C'est proche. C'est surtout les sociologues qui en ont parlé, les pédopsychiatres, Boris Cyrulnik et d'autres encore. Les pédagogistes, comme on les appelle, comme Mérieux, qui parlent de l'enfance, qui pensent que ça, c'est plutôt bon pour l'enfant, que ça, c'est-à-dire l'égalité à l'école, c'est casser les codes, arrêtons le par cœur. Et donc là, vous avez deux France qui s'opposent. Une France qui se dit réformiste et une France qui se dit plutôt plus conservatrice, donc plutôt de droite. Et très vite, les clivages idéologiques naissent autour de l'enfant. Mais l'enfant, on lui demande pas son avis. On lui demande jamais son avis. Et pour autant, on croit mieux connaître l'enfant grâce aux outils médicaux, sanitaires, psychiatriques. Et je ne crois pas qu'on connaisse mieux l'enfant. Et le parent devient obsédé à l'idée que l'enfant ne pourrait pas être heureux grâce à lui, le parent. Donc il y a une forme de culpabilisation permanente, je trouve, des parents. Et les enfants ressentent cette culpabilisation en même temps que les enfants, dans les familles où ils ont vraiment pris le pouvoir, eh bien ces enfants, très souvent, qui sont des enfants escargots, c'est-à-dire qui doivent porter le fardeau de la séparation des parents, doivent en plus... Ce qui est une vraie nouveauté, en tout cas en termes de masse. En termes de masse, en termes de quantité, le nombre de divorces et de séparations augmente encore dans les années 2000-2010. Les chiffres sont fulgurants, enfin les hausses sont fulgurantes. Donc en même temps, c'est l'enfant escargot qui doit porter le fardeau de plusieurs maisons. Il doit aller d'une maison à l'autre. Et en même temps, ce que disent les pédopsychiatres aujourd'hui, qui font parler les enfants, et donc pour nous c'est une source, puisque les enfants parlent dans le cabinet, donc voilà, donc là je suis obligé d'aller voir les pédopsychiatres, qui me disent en gros, dans les années 2000-2010, ce qu'on peut dire aux parents qui ont perdu le pouvoir, avec des enfants qui parfois les battent, oui, les enfants qui les battent, des enfants qui prennent le pouvoir, eh bien ils disent souvent aux parents, vous aimez trop vos enfants. Par amour, vous leur avez laissé prendre toute la place. Alors, ce que je remarque moi, mais c'est plus... Là, la parole est passé d'un extrême à l'autre quand même, par rapport au début de la période de la fin du 19e siècle, où l'enfant ne parlait pas de fait à table, par exemple. L'enfant réifié, l'enfant chose, etc. Là, on se retrouve... Alors, là, c'est plus la parole d'un observateur qui est père de famille nombreuse, qui vous dit, aujourd'hui, que là, entre 2000 et 2022, moi, je trouve que l'enfant roi devient l'enfant hyper anxieux. Et on le voit nettement avec l'apparition... alors, pas de la télévision, mais la démultiplication des chaînes, une information qui est beaucoup plus entendue très jeune par les enfants, alors que les parents pensent qu'elle n'est pas entendue, mais elle est entendue par les discussions, même de loin, et puis Internet. Enfin, ça, c'est une révolution dont on ne mesure pas encore tout à fait l'impact. L'impact sur l'enfance en particulier. Ce sont des révolutions qui ont un impact qui nous paraît silencieux aujourd'hui, mais qui pourrait... je sais pas, chez l'enfant, faire des adultes qui peut-être se révolteront après cette révolution silencieuse de façon beaucoup plus bruyante.
Voilà, alors ce sont pas des pronostics, évidemment. Il est encore un peu tôt pour savoir ce qui va se passer. Mais l'histoire des enfants est intéressante, en ce qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand même, l'une des victoires, quand même, de nos démocraties, de notre école républicaine, c'est d'avoir permis aux enfants de dire aussi ce qu'ils pensaient. Et le droit de l'enfant a évolué très lentement là-dessus aussi. Il faut attendre 1989 pour qu'il y ait cette Convention internationale des droits de l'enfant pour dire que l'enfant a une opinion aussi. Il avait le droit d'être comme les adultes reconnu comme un individu, mais maintenant il a aussi une opinion. Il a aussi le droit de penser. Voilà. Et si je reviens un peu en arrière, enfin je sais pas si c'est en arrière vraiment, mais concernant la prise en compte du handicap, et voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les évolutions dernières de cette prise en compte dans l'éducation des enfants, vous avez tout un chapitre sur le sujet qui est intéressant. Oui, alors l'éducation nationale fait tout ce qu'elle peut, mais elle n'a pas les moyens ou ne donne pas les moyens encore en personnel pour que cette école soit si inclusive qu'elle ne le dit. Voilà, qu'on se battrait. Mais c'est pas facile à faire aussi. C'est difficile. Et c'est très difficile. Mais il faut qu'on continue à travailler. Les ministres de l'éducation se succèdent et se battent là-dessus. Et il faut continuer. Parents, enseignants, enfants, il faut qu'on donne notre mot là-dessus et qu'on soit solidaire par rapport à ça, qu'on aménage techniquement les bâtiments. Mais surtout, il faut du personnel, il faut du monde, il faut de l'humain. Est-ce qu'on peut dire que l'enfant aujourd'hui est passé d'un être réifié, c'est ce que vous dites, à un être personnifié en un siècle? Oui. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappé. Et je me suis dit, finalement, après les questions que je me pose dès le départ, et ce que je vois comme que d'évolution, ça, c'est pour moi une des grandes conclusions, oui, effectivement. Et qu'on peut facilement prouver avec un certain nombre de tournants, évidemment. Mais une accélération de l'histoire des enfants individus, nettement depuis 1945. Eh bien, merci beaucoup, merci à vous. Éric Allary, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire, docteur de l'Institut d'études politiques, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, de l'histoire sociale des Français. Nous vous recevions aujourd'hui pour Histoire des enfants des années 1890 à nos jours, aux éditions Passé Composé. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine.